Cet épisode est une présentation de messeries.fr. J'ai l'immense honneur d'avoir avec moi nul autre que Constantin Papaz et j'ai très très Arrêtez hâte. tout! Arrêtez tout! J'ai déjà participé à ces interviews avant. Constantin, c'est la première fois qu'on se rencontre. Je suis très content de l'avoir avec nous et j'imagine qu'on va avoir une très très belle conversation. Nous avons Constantin Papaz et peut-être que vous avez reconnu une certaine réplique que vous avez entendue quelque part. On va laisser le doute planer un peu. Constantin, merci d'être avec nous pour C'est un cette plaisir. entrevue. Oui, Merci. Constantin, j'aimerais ça qu'on fasse un peu le récapitulatif de ta carrière, simplement pour mettre la table parce que j'aime beaucoup ça. Euh, j'ai un peu de surpoids, fait que mettre la table, c'est fantastique pour moi. Euh, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous, je vais couper ce petit bout-là. Dans le fond, ah oui, excusez-moi, je t'ai Je vous perdu en dans mes prie. notes. Là, j'ai un peu peur des informations que j'ai parce que parfois, lorsque je fais des entrevues, je dois me fier à des fiches Wikipédia et il y a Évidemment, oui, je me toujours doute. ce petit stress où j'ai peur d'avoir une mauvaise information. Vous validerez ça avec moi. En même temps, peut-être qu'on va donner des piche-notes dans les yeux des gens qui font ces fiches-là, peut-être à un moment donné. Vous avez fait le cours de Jean Darnel, Darnel, Jean absolument, oui. Darnel au théâtre de l'Atelier de Oui, 1983 à 1985 et absolument. l'Action Studio de 1986 à 1988. Jusque-là. Jusque-là, tout va bien. OK, parfait. C'est bon. En faisant le cours, c'était quoi votre objectif principal? L'envie d'exprimer des émotions qu'on n'a pas l'occasion d'exprimer dans sa vie, je trouve. Donc, c'était une façon d'exister, le besoin d'exister. Donc, je vous avoue que même encore aujourd'hui, j'ai toujours du mal à croire que j'arrive à vivre de ce métier. C'était quelque chose de l'ordre du rêve, hein. Même quand j'étais en cours, je me formais, mais je me disais, bon, je vais essayer, mais je ne crois pas que je réussirais à gagner ma vie avec ça, ça va pas être simple. Et puis finalement, bah voilà, j'ai plus de 30 ans de carrière, j'ai gagné ma vie avec ça, mais ça reste encore un. Je ne réalise toujours pas, donc ce qui me permet à chaque fois d'apprécier quand on m'appelle en me disant, merde, on continue encore à m'appeler, c'est formidable. Ben, justement, parce que le métier de comédien, c'est quand même une sorte de loterie d'une certaine façon, parce que c'est pas parce que l'on fait un cours que ça veut nécessairement dire que l'on est appelé. Ah, mais oui, Euh, bien sûr. qu'est-ce que vous pensez qui a bien joué en votre faveur pour aller dans votre direction? Je pense que l'aspect très positif que j'ai et toujours, comment dire, optimiste m'a beaucoup aidé. C'est vrai que ce sont des rencontres, hein, principalement, donc il faut qu'il y ait un plaisir de la rencontre, un plaisir de l'échange. Une connexion C'est vrai avec le que directeur si, artistique qui vous aide bah dans vos voilà, entre montages? autres, alors là, bon, évidemment, si on parle spécifiquement du doublage, c'est des rencontres effectivement avec les directeurs artistiques. Mais quand vous faites des castings pour le cinéma ou des essais de théâtre, il y a aussi quand même ce contact avec la personne et c'est très important. Si vous arrivez vraiment en faisant la gueule et étant un peu associable, ça va être compliqué, quoi. Donc, je pense que ces qualités-là, je les avais depuis que je suis tout petit. J'ai toujours été très, très sociable et je pense très agréable à rencontrer. Donc, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Et c'est souvent ça, le talent, c'est très peu de choses hein, dans notre carrière, hein. Autant chez un médecin, le talent est important quand même, mais nous, acteurs, le talent est présent, oui, mais tout le monde en a du talent chez les acteurs. Le problème, c'est qu'est-ce qui va faire la différence? Et je pense qu'il y a le facteur chance et le facteur aussi de la personnalité que l'on a et que l'on dégage. Hmm. Ça joue. Ju- Justement, on a souvent le gros stéréotype qu'un acteur ou un comédien, lorsqu'il était jeune, il était très théâtral, très extraverti. Est-ce que c'était votre cas étant jeune? Oui, j'avais quand même déjà cette personnalité-là, mais je mélange un peu les deux. Alors, est-ce que c'est lié à mon signe astral? Je suis Gémeaux, donc Ah, j'ai, ok. enfin, je suis même, c'est plus compliqué que ça encore. Je suis Gémeaux ascendant Gémeaux, donc nous sommes quatre. Ça fait beaucoup. Donc, donc il faut que je gère un peu ces quatre bonhommes, et je pense que dans les quatre, il y a tout ça. En fait, je peux être un vieil ours aussi parfois. Il y a des moments où j'ai envie d'être tranquille dans ma grotte.
Et en même temps, j'ai besoin du contact. Quand on est en compagnie, j'aime beaucoup ça. Donc, je pense qu'il y a un mélange de tout ça. Mais alors évidemment, on a toujours dans l'adolescence une période un peu ingrate où vous savez, on commence à avoir un peu un bout de moustache. J'ai les sourcils épais. Bon, c'était l'âge On se ingrat. cherche un peu On et se cherche un peu, ouais. donc on n'est pas forcément très agréable à ce moment-là. Puis on l'est encore moins pour ses parents. Mais, mais après, ça change et je pense que j'ai été très, très ouvert très vite aux personnes et du coup, bah, les contacts étaient plus faciles. Je pense que je n'ai pas de, comment dirais-je, de problème avec la communication avec les autres. Voilà. Parfait. C'est bon. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier rôle que vous avez eu au théâtre? Oh oui, je m'en souviens. J'étais encore en cours et c'était une pièce qui s'appelait Interdit au public. Une très grosse comédie française et je faisais le jeune premier évidemment. Donc à ce moment-là, je devais avoir 21 ans, je crois. Et je me rappelle que la toute première, je tremblais de la tête aux pieds. Et puis qu'après, ça a été un véritable plaisir. Donc oui, je m'en souviens très bien. Alors c'était semi-amateur puisque il y avait des professionnels avec nous puis des amateurs. Donc c'était quand même d'un bon acabit. C'était quand même une bonne pièce bien montée, mais on était dans le semi-professionnel. Mais enfin, on a rempli les salles. C'était au théâtre de Bois-Colombes, je m'en souviens bien, et dans la banlieue parisienne. Et c'est un sacré souvenir. Ouais. Donc Oh. c'était mes premiers pas sur les planches, ouais, officiels. Ah, c'est fantastique. Et là, on embarque tranquillement, bien entendu. Vous avez fait plusieurs années au théâtre. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené à aller vers l'AVF? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a approché, qui a vu un certain intérêt envers votre potentiel? Comment ça s'est passé directement? En fait, je me suis retrouvé donc à un moment donné de ma vie, je travaillais dans une compagnie de théâtre qui montait beaucoup de pièces de Molière et donc on allait un peu dans les quatre coins de France les jouer. Donc c'était soit en matinée classique, soit les week-ends pour tous les théâtres municipaux de différents coins de France. Et dans la compagnie, j'avais une amie comédienne qui faisait du doublage. Et je lui avais fait part d'un projet de théâtre qu'on avait monté avec un ami qui m'avait épuisé. Et elle m'a proposé, elle m'a dit, bah, écoute, si tu veux essayer une autre activité, te changer changer un peu d'air, etc., bah, viens, accompagne-moi au doublage. Et bah, j'ai bien fait parce que ça a été un véritable coup de foudre. J'ai adoré ça, j'ai adoré voir les autres travailler, voir comment ça fonctionnait. En plus, la voix est quelque chose qui me fascine depuis tout petit. Moi, j'étais un grand auditeur de radio, j'aimais beaucoup la radio. Et donc la voix est quelque chose de très important. Et puis j'avais la cousine de mon père qui travaillait à l'époque chez Publicis, qui était une énorme boîte de pub. Et Mhm. un jour au téléphone, elle me dit, tu sais, Constantin, tu devrais, alors je devais avoir 14-15 ans, je crois, elle m'a dit, tu sais, tu devrais faire quelque chose avec ta voix, il y a quelque chose d'intéressant. Et peut-être, bah, maintenant quand j'y repense, j'ai l'impression que c'est un peu, vous savez, les fées qui sont au-dessus de votre berceau et qui vous envoient un message subliminal. Et puis bah, j'ai fini par l'écouter. Et donc je pense que c'est un mix de tout ça et les bonnes rencontres au bon moment avec des petites choses qui résonnent dans votre tête. Et voilà comment ça s'est fait. Et donc j'ai assisté jusqu'au jour où quelqu'un m'a proposé un petit goût d'essai qui a été une catastrophe. Mais la personne savait très bien hein, que j'assistais, mais je n'avais pas d'expérience au micro. Donc elle m'a fait Ok, là, je confiance. suis vraiment curieux. Quel était ce premier rôle? Bah, ça a été une catastrophe. C'était un déménageur, enfin, c'était une toute petite chose, hein, Mhm. un déménageur avec son collègue qui devait déménager une espèce d'énorme armoire normande. Et à l'époque, je n'avais pas encore je dirais tous les codes et je n'avais pas fait l'effort de soulever la chose. J'ai oublié qu'on était dans la rue avec des voitures et tout, donc j'ai oublié de porter ma voix. Enfin bref, rien n'allait. Mais c'est mais c'est en se trompant qu'on apprend. Et ben voilà, donc du coup, je me suis rappelé qu'après, bah, effectivement, c'est pas que de la voix, il faut l'incarner physiquement, il faut savoir dans quel endroit on est. C'est ça d'ailleurs la complexité du doublage, c'est que les acteurs, eux, dans l'original qui ont joué, ils étaient dans la rue en train de porter une armoire. Nous, on est devant un micro dans un studio noir, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de son, et il faut recréer ça. Mais il faut le comprendre, il faut le pratiquer, il faut qu'on vous l'explique. Parce que ça vient pas tout de suite, Oui. c'est voilà donc mais c'était une chouette formation et donc j'ai été formé sur le tas, voilà, ouais, ouais. Ben, ben justement, cette formation-là a vraiment porté fruit parce que on regarde on va dire le terme, la voxographie, j'aime beaucoup le terme. Oui, moi aussi. Et vous avez tellement d'acteurs à qui vous prêtez votre voix. Bien entendu, au Canada, on a nos propres VF, Bien mais il y sûr. en a il y a certaines de
il y a certains projets de séries télé qui traversent Qui viennent chez vous? l'océan, exactement, qui traversent l'océan, qu'on entend votre voix. L'une d'entre elles, bien entendu, Squid Game, avec Ah, le fameux personnage de Seong Ji-hoon, j'espère que je l'ai oui. bien prononcé. Il est Euh, très bien prononcé. oui, la grosse question qui me vient en tête, parce qu'on on sait très bien que la série est d'une production sud-coréenne, est-ce qu'il y a un certain challenge de devoir faire mixer vos paroles avec celles du langage Ah sud-coréen? bah Il va y c'est avoir un certain défi, là. c'est extrêmement compliqué. En plus, je trouve que le coréen, comparé aux autres langues asiatiques, ont très peu de labial. Je ne sais pas si toi, Luc, tu es habitué à cette expression de labial. C'est les me, pe, ve, pe, te. Mhm, C'est tous les pincements de lèvres. Si tu regardes, si tu écoutes et tu regardes les Coréens, ils passent rarement leurs lèvres. Donc mhm. déjà, en synchro, on est battu. Donc Oui, il oui. faut vraiment qu'on soit, comment dirais-je, qu'on ait un jeu extrêmement quotidien pour qu'au bout d'un moment, les gens oublient ces pincements de lèvres que finalement les Coréens n'ont pas. Ça, c'est le premier point. Et la deuxième difficulté, c'est la musicalité de leur langue. Elle n'a rien à voir avec le français, rien. Donc c'est ce que j'apprends à mes élèves parce que j'ai la chance aujourd'hui, depuis 2 3 ans, je forme les jeunes comédiens, enfin quand je dis jeunes, les comédiens de tous âges à la technique du doublage. Et quand on travaille sur du coréen, je leur dis toujours, surtout ne cherchez pas à reproduire leur musique, ça serait ridicule. Jouez le quotidien. Faites comme si c'était vraiment des Français qui se parlaient, en élidant bien les choses, les articulant, parlant quotidien, et vous allez voir, ça marche. Et ça marche. Mais il faut avoir cette règle-là et ne pas la lâcher, se dire on est en train de jouer du français. Alors évidemment, ça paraît énorme ce que je dis. Évidemment, la VF, c'est du français. Mais encore plus avec eux, parce que si on les rend trop maniérés, en essayant de respecter un tout petit peu leur musicalité, ça ne marche pas du tout. Ça ne fonctionne pas. Donc Évidemment. il faut le penser très français et puis ne pas s'attacher à ces labiales qui malheureusement tombent une fois sur trois à côté parce que je vous dis, les Coréens n'ont pas de pincement de lèvres ou très rare. Ben justement, je tiens à vous féliciter, là, puis je ne veux pas enlever aucun crédit envers les autres projets parce qu'ils font aussi de l'excellent travail. Mais souvent, là, je parle pour certains consommateurs de plateformes de streaming, souvent on est porté à aller vers la version originale et non d'aller vers la version doublée. Bien sûr. C'est souvent la consommation que certaines personnes veulent aller voir. Ils veulent aller voir la VO directement. Tandis que pour Squid Game, je trouve qu'il y a eu un aussi bon mariage qui fait en sorte que, oui, ça nous donne envie. Puis même, à un moment donné, je me suis tenté au jeu d'aller voir la version anglaise, voir Ah s'il oui, y avait, si j'étais plus familier avec cette version-là, et ça n'a pas du tout connecté. J'ai fait, OK, non. La ça ne marche version pas. française concorde beaucoup plus avec la gesticulation. Fait que je tenais à vous le dire Alors, directement. c'est très gentil. Et je vais même appuyer. On avait dit qu'on se tutoyait, donc je vais même Oui, appuyer oui, ce oui, oui. que tu dis, Luc. Oui. Euh, je, je tiens aussi à complimenter beaucoup Marc Saez, qui a donc été le directeur artistique, mais qui a également été l'adaptateur. Il a écrit à peu près la moitié des textes et il a été aidé par un autre auteur. Mais en tout cas, pour avoir vu passer, mais il supervisait le texte de l'autre. Donc, on va dire que Marc, quand même, est assez à l'origine du texte, d'adaptation, et il est très doué pour faire parler les gens. C'est-à-dire que c'est un texte qui n'est jamais, on n'a pas l'impression de lire de l'écrit, on le joue. C'est très facile. Le texte de Marc est très facile. Il coule de source, donc c'est une grande aide pour nous. Et je pense que ça a dû contribuer au fait que le français fonctionne bien parce que c'est écrit très parlé. Mhm. On le parle. Son texte, on le parle très bien. Donc, bravo à Marc parce que c'est pas forcément très facile. Et je trouve qu'il a réussi ça. Et moi, je rentrais dans son texte facilement. Et là, quand vous n'avez plus à réfléchir au texte, bah, le jeu prend beaucoup plus de place encore. Et j'ai l'impression, à travers ce que tu dis toi et les retours que j'ai eus, bah, les gens apprécient parce que d'un seul coup, on a l'impression que c'est un Français qui parle avec un corps de Coréen. Et ça, c'est un super compliment pour moi, quoi. Parfait, c'est bon. Puis on continuera à voir la suite dans une potentielle saison 3. On dit rien Non, du tout, rien, on dit rien absolument. rien du tout. Euh, je vais continuer un peu dans la voxographie parce que c'est quand même très intéressant. Là, bien entendu, il y a des voix que l'on ne connaît peut-être un petit peu moins au Canada, mais on a des fans de France qui vous écoutent avec la voix de Steve Carell, John Hamm, Peter Dinklage.
qui sont très reconnus. Vous avez même fait la voix de Ted Lasso dans la série Oui, Ted Lasso sur, je pense, que c'est Apple TV, je crois. Euh, oui. j'ai une question qui me brûle les lèvres parce que je sais que Steve Carell, John Hamm et Peter Dinklage, c'est souvent des gens qui sont susceptibles d'apparaître dans un film. Admettons, scénario catastrophe, ces trois acteurs-là se retrouvent Ah dans le même film. Que se là là, oui. passe-t-il dans la direction artistique? Bah, ça va être très... Il va falloir qu'on fasse un choix. J'ai bien peur qu'il faille faire un choix, même si, bon, évidemment, moi, avec mon ego d'acteur, on se dit toujours, ah, je serais capable de faire les trois, je serais capable. Mais je pense pas que ce soit bien parce que c'est, on va pas être concentré sur le. C'est difficile de rester concentré sur trois rôles différents qui se parlent, donc, je suis pas partisan. Il y a des acteurs qui l'ont fait, mais j'ai plus l'impression que c'est un challenge d'acteur plus que le respect de l'œuvre. Oui, tu vois ce que je veux dire? Et Oh oui. je trouve ça dommage. C'est pour ça que je me dis, bon, évidemment, c'est cruel parce qu'il va falloir que j'en choisisse un, mais bon, bah voilà, c'est le jeu, hein, c'est comme ça. Ça, c'est le piège du doublage, c'est sûr. C'est pour ça que je me dis toujours, il faut aussi bien répartir les gros rôles comme ça et ne pas en donner trop à un seul parce qu'effectivement, ça peut arriver. Et c'est dommage. Alors, déjà, parce que ça peut arriver, il faut éviter ça. Et puis surtout, il faut aussi diversifier les voix pour pas toujours entendre les mêmes. Donc voilà. Mais oui, oui, ta question, elle est terrible parce que, déjà, qui va choisir? Est-ce que c'est J'ai le l'impression client, qu'on joue le à DA, ou Fuck, est-ce que c'est Mary Kill l'acteur un qui peu pourra en choisir? version acteur, là. On Eh est en oui, mode qui va être abandonné par Constantin, c'est là? terrible. C'est terrible. Ah ouais, ça va être d'une cruauté extrême. J'espère que ça n'arrivera jamais, mais ça peut arriver. Ça peut arriver, bien sûr. Ah oui, oui, bien sûr, oui. Et en continuant, mais parce que moi je suis quelqu'un qui aime bien gros aller chercher les petites pépites, j'ai découvert que vous avez offert votre voix pour deux séries canadiennes. Il y en a une que c'était Dean Dawkins, qui était le frère de Tommy Dawkins dans le Loup-garou du campus, vieille série des années Oh là, c'était 90. canadien, tu vois, je C'était m'étais même pas rendu canadien. compte. Oh là Oui, là, oui. Oh, oui, quel voilà, souvenir. le fameux frère qui était tout le Oh temps là là, oui, évagé sur son oui. sofa. Et, Chips TV, et, ouais. ouais, et Sparky de Atomic Betty. Ah Le oui. Canadien Oh oui. aussi. Et ça Ok. j'étais subjugué parce que j'ai réécouté la VF parce que je m'en souvenais pas du tout. Ma sœur était une grande fan d'Atomic Betty. On a 7 ans de Oui, différence, oui, elle et oui. moi. Et j'ai réécouté, j'ai fait comme, c'est Constantin, ça? J'en reviens pas. Je sais pas si vous vous rappelez de la voix parce que c'était quand même très aigu, là. Oh bah je m'appelle Sparky. C'est moi Sparky. Je vais aller voir Atomic Betty. Ah, C'est ça. ok, ok, c'est bon. Mes doutes sont totalement tombés. C'est bon. Je vois aussi que vous avez un paquet de séries. Ben, vous avez fait beaucoup de voix additionnelles pour des jeux vidéo. Là, j'en nomme Oui, quelques-uns très rapidement. Là, vous avez fait Witcher 3, Jedi Fallen Order, Assassin's Creed Origin. Depuis tout à l'heure, on parle qu'on doit ajuster la voix par rapport à un personnage en particulier. Pour ce qui est des voix additionnelles, j'imagine que le casting doit être quand même différent. oui. Bah, c'est-à-dire que ils ont très, 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 enfin, ils n'ont pas le personnage, ils ont un dessin souvent du personnage avec un petit descriptif de ce qu'il est, à peu près l'âge qu'il a, quel est son type de personnalité, mais c'est tout ce qu'ils ont. Donc pour le DA, c'est compliqué. Il faut qu'ils trouvent vraiment. Enfin, je suis toujours frappé de ça parce qu'ils n'ont. Et alors éventuellement, ils ont un petit peu, ils ont quand même l'anglais, la voix. Donc ils essaient probablement de faire une mayonnaise. Une petite sauce entre la voix, l'âge Pour que tout puisse et, bien euh, concorder et ce entre qu'il les va, deux voilà, voix. le personnage qu'il va incarner. Donc après, eux, ils nous connaissent un peu. Ils vont se dire, tiens, Constantin est peut-être capable de faire un chevalier ou un valet ou un gnome voilà, il se fait à cette idée-là. Et c'est vrai qu'après, quand on arrive, eh ben, vraiment notre plus gros repère, c'est l'audio original qui est souvent l'anglais. Et donc, on enregistre phrase par phrase en ayant écouté on est au casque et on écoute la voix anglaise. On essaie de comprendre les intentions et puis après on les reproduit en français. Mais c'est encore autre chose le jeu vidéo, absolument. On a très très peu de repères. On a vraiment principalement notre repère, c'est l'audio, hein. Mhm. On n'a pas d'image. Puis je sais que vous avez
ben, je sais que pour ce qui est du jeu vidéo, il y a tellement de dialogues que souvent c'est des grandes bibles de script à Oh là là, mémoriser. oui. J'imagine que pour les voix additionnelles, ça doit quand même être un petit peu plus limité comparativement à un rôle principal, bien entendu, là. Bah, Mais tout va dépendre aussi du jeu. C'est vrai que les jeux de guerre, le texte n'est pas très. À part dire grenade premier étage, grenade deuxième étage, grenade troisième étage, on a, ça, c'est une petite journée on n'a dans le pas le temps à la tournage. poésie. Donc, bon, voilà, je dirais les jeux de guerre, c'est à l'énergie, mais le texte n'est pas un texte extrêmement intelligent. Donc, je me suis plus régalé quand j'ai fait, par exemple, Destiny, puisque Destiny, à l'origine, c'était Peter Dinklage qui avait fait la voix anglaise, et donc le client voulait la voix française. Donc, je m'étais retrouvé sur ce projet. Et là, c'était un petit robot qui accompagnait des, comment dirais-je, des chevaliers de l'espace. Et donc, il avait beaucoup de textes, et c'était des textes joués, il racontait des choses, du passif, il y avait des émotions. C'était beaucoup plus intéressant qu'un jeu de guerre, quoi. Ouais, puis d'ailleurs, vous m'envoyez une belle perche là-dessus. Tu m'envoies une belle perche, pardon, j'essaie de tutoyer aussi, j'ai de la misère. Mais par rapport à des jeux de guerre, pour Overwatch, vous avez fait le capitaine Opara, euh, qui est un genre de gorille, de ce que j'ai pu comprendre, là. Peut-être, je t'avoue, je me souviens plus maintenant. Bon, et voilà. Possible. Mais en tout cas, bref. Hein, anyway, de toute façon, cette franchise-là est morte depuis un bout. Mais je sais pas, je dis n'importe quoi. Paix son âme. Vive Marvel Rival dans ce temps-là! Mais bref, il n'y a pas de. Ça paraît que j'ai zéro joué à Overwatch. Mais ça fait juste montrer la complexité, justement, tu sais, que vous pouvez offrir directement au rôle. Votre type de casting, selon vous, lorsque l'on vous appelle pour ça, pour une voix en particulier, est-ce que vous pensez que vous avez un casting précis? Alors, il y en a un qui revenait souvent. Peut-être que maintenant les choses ont changé parce que j'ai vieilli et que ma voix a peut-être gagné un peu plus en grave, etc. Mais on m'appelait souvent parce que j'ai beaucoup de gentillesse dans ma voix. Il y a Mhm. quelque chose de très doux. Donc c'est quand même ce qui était le plus fréquent dans les distributions, c'était la douceur, donc la gentillesse. Donc Parfait. j'allais souvent plutôt vers des personnages doux et gentils, ce qui permettait d'ailleurs parfois, et ça, je fais un énorme clin d'œil à Vincent Violette, qui est un très grand DA et un très bon acteur de théâtre et de doublage. Et Vincent m'a mis plusieurs fois, mais en tout cas la toute première fois, m'a mis sur la personne qui était le tueur du film. Mais on ne le savait pas au début et il était que gentil. Et lui, il trouvait ça super parce qu'à aucun moment, les gens auraient pu soupçonner que je l'étais. Parce que si vous mettez une voix de méchant sur quelqu'un, il va être suspect tout de suite, quoi. Vous voyez. Ouais, ouais. Tandis que moi, avec la voix que j'ai, bon, bah, on se dit pas au début, tiens, c'est peut-être lui. Et ça, c'est arrivé. On m'a souvent pris pour faire le tueur, mais qui est dévoilé qu'à la fin et qui surprend tout le monde parce que j'étais très doux, très gentil, voilà. Donc c'était ça, je dirais le casting le plus fréquent, c'était celui-là. Après, ceux qui me connaissaient très bien connaissaient ma fantaisie. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé sur Dream On et sur The Office, parce que ça, ils savaient que j'étais capable de faire cette espèce d'arlequin dans tous les sens. Mais là, on est vraiment sur des gens qui vous connaissent très bien, qui vous connaissent en dehors, dans la vie privée, ou qui sont venus vous voir jouer au théâtre, ou dans d'autres choses. Mais souvent, bon, dans un premier temps, c'était les jeunes premiers, après les gentils. Et puis maintenant, avec l'âge, je pense que c'est moins précis. Alors peut-être maintenant on va m'appeler pour des pères matures, des grands-pères éventuellement. On m'a appelé pour faire un nain. Bon, voilà, je saurais jamais pourquoi on m'avait appelé pour faire un nain. Mais bon, voilà. Voilà. Mais justement, pour The Office, tu sais, vous avez quand même. Des fois, je m'amuse un peu à aller chercher quel a été le truc le plus déjanté que l'acteur, que le comédien a fait. Et The Office, quand même, Oh a des bah. répliques qui Ah sont ouais. cultes. Ah C'est ouais, ouais. Non, épouvantable. non, mais je pense que pour l'instant, vraiment, Luc, je n'ai pas. J'ai eu des rôles formidables. Je veux dire, Seon Ji-hoon, Ted Lasso, tout ça, c'est sublime. Mais le personnage de Michael Scott m'a offert une palette de jeux extraordinaire. Enfin, je veux dire, il m'a tout fait faire. J'ai fait des vieux, des vieilles, j'ai chanté, j'ai été un sale gosse, j'ai pris des quantités de voix différentes, il m'a fait chanter. Enfin, j'ai pas eu d'autres personnages comme ça sur cette saison qui m'a emmené sur des territoires absolument incroyables, quoi, burlesques. Et OK. ça, je remercierai jamais Steve Carell pour ça. Il m'a amené vraiment, c'était extraordinaire. Et en plus, j'ai senti, si tu veux, chez lui aussi, les mains libres. Comme il était coproducteur, je pense qu'il a pu faire tout ce qu'il voulait. Parce qu'après, quand je le fais sur des films comiques,
S'il n'a pas mis des billes dedans ou s'il en a pas mis beaucoup, je sens qu'il est un peu. Il y a un cahier des charges et. Aïe. Mais dans The Office, tu sens qu'il avait une liberté totale et ça se voit. Et c'était une équipe qui était composée de plein de scénaristes en plus qui étaient déjà Oh oui, devant tu la te rends compte? caméra. Oh là là, oui, Il y la avait une richesse des belle scénaristes. liberté là-dessus, puis tout le Ah, monde. ah oui, extraordinaire, Ouais. extraordinaire. Ah oui, j'ai rarement vu une série pareille, quoi. Et tout était extraordinaire parce que on n'était pas débordé, tu sais, souvent dans les séries américaines, la musique est très forte, tu sais. Et alors, c'est pas la musique qui est dans la scène, c'est juste qu'on nous accompagne avec la musique pour bien nous faire comprendre les émotions, ce qui se joue. Dans The Office, il n'y a pas de musique, à part le générique. Il n'y a pas de musique, on n'entend que des machines à écrire, que des photocopieuses. C'est un Et court ça, c'était pour nous, documentaire. c'était du pain béni, on n'avait qu'à jouer. On jouait simple, quotidien, très simple, pas fort. C'était sublime, c'était Bon, sublime. ben, parfait. Écoutez, on approche bientôt de la fin, Constantin, de cette entrevue-là. Ça passe Ah, tellement déjà, vite en ça bonne passe trop vite. compagnie. Ça passe Euh, trop vite. avant d'y aller, parce que j'ai vu une petite coquille dans la voxographie, puis j'ai envie de faire mon bon samaritain Ah pour ah, tenter le coup. Si jamais on n'a pas la réponse, c'est pas grave. c'est pas ça, Si jamais quoi. on l'a, ben écoute, on lance ça dans les airs histoire que la personne puisse finir sa fiche. J'ai vu que dans Wiki Doublage et dans le jeu, oh ben là, là, Star Wars Battlefront 2, il Oh y a là un là, oui. point d'interrogation. J'ignore si ça peut aider, mais vous souvenez-vous de ce que vous avez fait? Pas du tout. Un commandant de mémoire, un commandant du côté obscur, mais alors lequel? Machin Ah là, chose. malheureusement, Luc, je ne peux pas t'aider là. Bon, J'aimerais beaucoup, mais on aurait on peut lancer essayé, un appel, hein. Constantin. Voilà. On peut lancer un appel, mais C'est moi, parfait. ça va être difficile. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Je pense que je comprends maintenant pourquoi il y avait un point d'interrogation finalement. Constantin, tout à l'heure, pour terminer l'affaire, terminer notre entrevue, notre entretien ensemble, tu m'as mentionné que tu donnais un cours. Est-ce que c'est un cours qui est offert à tout public ou c'est vraiment pour une école en particulier? En fait, c'est toutes les personnes qui ont le statut d'intermittent du spectacle. Parfait. Donc principalement, bien sûr, des comédiens, mais il y a aussi des chanteurs et des danseurs. Voilà. OK. Mais c'est surtout ouvert aux artistes, ceux qui ont vraiment le statut d'intermittent du spectacle. Tu sais, ce fameux statut très, très spécifique français où bah, tu sais la preuve que tu es artiste voilà. Donc c'est le minimum requis. Oui, il faut Parfait. d'abord des artistes, de toute façon, qui ont leur statut d'intermittent du spectacle. Mm. Donc, si jamais vous voulez avoir un cours avec Constantin, faites vos devoirs. C'est ça la Exact, leçon à oui. retenir. Travaillez avant de venir me voir. Ouais, voilà. Constantin, c'est maintenant la fin. Il est de coutume de proposer à nos invités de saluer notre auditoire avec la voix de votre choix. Celle que vous voulez, je vous donne le mot de la fin. Euh, eh bien, je dirais que je suis en direct de Castle Rock, France. J'ai été ravi de rencontrer Luc et il faut tout de même se rappeler à vie qu'un Lannister paie toujours ses dettes.